Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire qui est à destination des professionnels pour les IST chez les seniors. Bonjour Bastien. Bonjour. Donc, pourquoi on a fait ce webinaire? Alors, je vais introduire comme ça, Bastien, si tu es d'accord, et après on se Bien sûr. présentera, hein, parce que on est convaincus tous les deux, hein, que la sexualité, elle s'arrête pas à 60 ans. Mmh. Hein, et que il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'âge protège des IST. C'est comme si on avait dans une main soit un préservatif, soit mon carton, j'ai plus de ma carte d'identité, j'ai plus de 60 ans. Donc on est vraiment dans cette symbolique-là, aujourd'hui avec, les infections sexuellement des transmissibles des seniors, et c'est pour ça qu'on avait voulu ensemble pouvoir faire un point sur ça et vous montrer l'importance de l'éducation, de l'information et de l'éducation, voilà, pour aux seniors sur ces sujets-là. Donc pour rappel, moi, je suis Céline Candillet, je suis médecin psychiatre, médecin sexologue. Je suis aussi formatrice au DU de sexologie de Lyon et je suis cofondatrice d'Always Valentines, donc une plateforme d'information, d'éducation, d'accompagnement destinée aux seniors et aux professionnels. Et je vais te laisser te présenter, Bastien, si tu veux bien. Bien sûr, avec plaisir. Donc moi, je m'appelle Bastien Vibert, je suis responsable des programmes VIH/SIDA dans une association qui s'appelle le CRIPS Île-de-France. Alors évidemment, là, on aura une vision beaucoup plus large que la question du VIH et ravi de pouvoir échanger avec toi et avec vous. Super. Donc, pourquoi on en est là? Puisque, je le rappelle, la stratégie 2017-2030 donnait la sexualité comme un élément fondamental de la santé physique et mentale et qui devait garantir aux seniors effectivement une vie sexuelle autonome et satisfaisante, et aussi prendre en compte cette vie sexuelle au sein des établissements qui accueillent les seniors. Malheureusement, je pense qu'on en est un peu loin. Alors, est-ce que tu peux nous donner un peu, toi, ce qu'est la définition de la santé sexuelle pour toi, Bastien? En fait, la santé sexuelle, on peut avoir, enfin certains et certaines qui vont nous écouter peuvent se dire c'est une absence de pathologie. Alors, évidemment, ça peut être ça, mais c'est surtout c'est une vision positive de la sexualité. Et c'est là que je reviens sur ce que tu dis souvent, que ce soit lors de ce webinaire ou en dehors. Euh, la sexualité, avant tout, c'est du plaisir, c'est des bonnes choses, et la santé sexuelle fait partie de la santé. C'est une composante de la santé. Il ne faut pas isoler le fait d'avoir une sexualité heureuse, consentie, évidemment sans violence, euh, et qui serait déconnectée de la santé globale. La santé sexuelle fait partie de la santé globale. Et c'est important de ne pas le déconnecter, je pense. Ok. Donc, si on veut entrer dans le vif du sujet, faire quelques statistiques et le contexte aujourd'hui, concernant effectivement les données épidémiologiques récentes des IST sur les seniors, on a peu de chiffres. On a un chiffre essentiel sur le VIH. On sait Ouais. par exemple en 2020, sur 4800 nouvelles contaminations, 28% chez les plus de 60 ans, en majorité chez les 60-69 ans, et 38% des seniors découvrent leur séropositivité tardivement. Ouais. Et c'est à peu près le seul chiffre. Parce que on sait, alors, j'ai pas retrouvé, je ne retrouve pas de prévalence, hein, mais on sait qu'effectivement, le gonocoque est plus fréquent chez l'homme plus âgé, mais sans chiffres, sans études. On sait que le chlamydia, c'est chez la femme, mais de la même façon, c'est sans chiffres et sans études. Et il y a vraiment comme ça quelque chose, une zone blanche, en fait, autour des IST dès qu'on a passé un certain âge. Totalement. On manque de data. Alors, on a quelques data à l'international sur des pays qui sont un peu dans le même contexte que nous, aux US notamment. Et comme tu le dis, on est quand même sur une tendance qui est, d'où le titre du webinaire, mais qui est à l'explosion des choses. Et c'est là où, en effet, il y a une zone blanche qui malheureusement pose problème parce que sans chiffres, les professionnels, en tout cas de première ligne, bah, c'est compliqué de leur apporter Sensibiliser. de la doc, de les sensibiliser, un peu de les pousser à. Mais en même temps, on sait que les tendances, elles sont en effet à l'explosion des IST chez les seniors et à peu près pour toutes les IST au final. Voilà. Et donc, effectivement, cette explosion des IST, et en face, pas de prévention, et de l'autre côté, des chiffres, une réalité sur effectivement la vie sexuelle et intime des seniors. Par exemple, effectivement, on a les chiffres, moi j'ai les chiffres de l'EHESP, l'école en santé publique, qui disait que chez les plus de 70 ans,
chez plus de 75 ans, pardon, il y avait 60 des hommes qui avaient encore une vie intime et sexuelle et 43 des femmes. Et puis, on a ce fameux rapport des petits frères des pauvres en 2022 qui appuie exactement ça. Si tu peux nous donner quelques chiffres sur ça? Alors, je les avais sous les yeux, parce que pour tout te dire, là, donc c'était ce rapport-là qui est vraiment hyper intéressant d'ailleurs, où il y a d'ailleurs aussi, moi j'ai trouvé que les visuels étaient d'ailleurs vachement bien fichus, soit dit en passant. Euh, sur les chiffres, alors, pour parler de santé sexuelle, pas forcément que IST, mais 71% pensaient qu'un corps qui vieillit reste désirable. Ça allait avec ce que tu disais sur la partie positive de la santé sexuelle. Et qu'en effet, une personne âgée sur deux a encore des relations sexuelles, donc c'est en cohérence avec le chiffre que tu as donné Oui, de l'HESP, pardon, et 91% en sont satisfaits. Donc, il y a une vie sexuelle, contrairement à ce que ce qu'on peut penser, c'est-à-dire les jeunes ont une vie sexuelle très active et à partir d'un certain âge, on est asexué, en gros. Oui, il y a une vie sexuelle et il y a de la data quand même qui existe sur ça. Et ce qui est amusant, c'est il y a des IST qui explosent, on a des data qui montrent qu'il y a une vie sexuelle. Et, ok, comment on voit tout ça maintenant? exactement. Il y a pas de pont entre tout ça, en fait. Il y a pas de pont entre tout Oui, ça aujourd'hui, ouais, hein. ouais. Et peut-être que c'est dû aussi, aux défis spécifiques qu'on a à mettre en place sur la sexualité des seniors, avec effectivement des représentations sociales qui sont très particulières, hein. Le senior est non désirable et très souvent, on entend plein de phrases comme ça. Mais un vieux, ça peut plus faire l'amour. Ah, mais enfin, il y a beaucoup de représentations qui sont quand même très, très présentes. Et moi, souvent, j'ai envie de dire, pour essayer de casser ça déjà, c'est qu'effectivement, on ne peut pas parler d'un vieillissement, mais des vieillissements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir une vie sexuelle à 60, 70 ans, c'est pas la même chose qu'avoir une vie sexuelle à 90 ans. Hein, et qu'on peut en avoir une aussi bien à 60 qu'à 90 ans, mais elles sont différentes avec des adaptations qui sont différentes. Ça, c'est la première chose. Et c'est amusant parce qu'on avait dans la situation dans laquelle je travaille, il y a une focale aussi, il y a un public jeune qui est concerné, et on a réussi, enfin, on a essayé en tout cas de réussir à casser l'image du jeune avec un grand J, c'est-à-dire le jeune, il serait unique. C'est-à-dire, il y aurait, oui, mais les personnes, on est tous dans des situations différentes, on a tous des sexualités différentes, on a tous des situations de vie différentes, et si on ne prend pas en compte ça, en effet, on se plante. Et un jeune de 15 ans n'est pas le même que le même jeune à 25 ans. Donc, en effet, ce que tu disais sur les personnes âgées, oui, on commence à compter de 5 à 10, on va dire. Mais pourquoi? Pourquoi une personne de 65 ans aurait les mêmes besoins qu'une personne de 80? Les deux ont des besoins, mais les deux ont des besoins différents. Donc, faut en effet faire du sur-mesure. Il ne faut pas s'imaginer que, et je vais être péjoratif, mais qu'un grand-père et une grand-mère, c'est tous les mêmes. On a ça dans la publicité, c'est-à-dire qu'ils ont tous les cheveux blancs, tous bienveillants, tous merveilleux, etc. Mais on a tous des vies différentes, et c'est tant mieux d'ailleurs, c'est Oui, tant mieux. et puis il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui en France, en fait, l'espérance de vie sans perte d'autonomie, elle est au moins jusqu'à 75 ans, hein. Donc effectivement, jusqu'à 75 ans, bah, c'est un peu la même chose effectivement que quand vous aviez, 30 ans en termes d'autonomie, effectivement avec un corps vieillissant, mais le corps il vieillit continuellement, j'ai envie de dire. Alors peut-être qu'on peut parler quand même des spécificités quand on devient senior, puisqu'il y a quand même effectivement des spécificités physiologiques et psychologiques. Physiologiques chez la femme ou alors avec un grand tabou et une grande représentation sociale de ce qu'est la ménopause comme effectivement grand bouleversement et changement de la vie intime des femmes. Alors certes, effectivement, je confirme le fait que chez certaines femmes, ça peut avoir un retentissement plus important ou moins important. Mais moi, je tiens toujours à rappeler quand même dans un petit coin de mes présentations que par exemple, le terme ménopause n'existe pas au Japon. Il s'appelle konenki et il est utilisé pour les hommes et pour les femmes et il signifie juste le vieillissement et commencer à avoir des cheveux blancs. Et conséquence, en tout cas je ne sais pas si c'est la conséquence complète, mais il faut savoir que chez les femmes ménopausées japonaises, il n'y a que 10% en fait ces femmes qui ont des bouffées vasomotrices à la ménopause contre plus de 70% chez les femmes en France. Alors effectivement, il y a d'autres facteurs que les facteurs purement sociaux de représentation sociale, mais ils influent forcément.
hein. La façon de voir effectivement, ben, de façon négative la ménopause, ça influe forcément négativement sur votre vie intime et sexuelle et ça, c'est quand même important parce que c'est déjà pas facile d'avoir un corps qui vieillit ou quand on est une femme, alors je parlerai aussi des hommes après, mais quand on est une femme, effectivement, bah, on a possiblement moins de lubrification vaginale, on peut avoir effectivement une sécheresse donc plus fréquente. On peut avoir une atrophie quand même du vagin où on sait que les parois, bah, elles deviennent plus fines, hein. Ça, c'est des choses qui sont inhérentes au vieillissement. On peut effectivement mettre plus de temps à avoir une excitation sexuelle. Et donc déjà, c'est pas facile de s'adapter. Et si on nous remet en plus une vision sociale négative, ça fait double peine en fait, j'ai envie de dire. Hein. Et c'est un peu comme ça, on parle beaucoup sport en moment, c'est les JO, c'est normal et c'est très bien d'en parler, etc. Mais c'est comme, on a une vision très positive des gens qui vont faire du sport, qui vont prendre soin d'eux, etc. Et on a un tabou total sur des gens qui prennent soin d'eux quand on parle de santé sexuelle. Ouais, Pourquoi? Enfin, je veux dire, aujourd'hui, si on voit des seniors en train de faire du vélo, en train de suer, en train de jogger, en train de faire de l'aviron, etc., va être super content pour elles et eux. Et pourquoi ne pas être aussi content pour elles et eux quand ils parlent d'amour, ils parlent de sexualité enfin, c'est la même position qu'on devrait avoir. Alors qu'on devrait, ça se construit les oui. positions, mais il faut ouvrir le débat. Enfin, il faut clairement, il est déjà ouvert, mais voilà, maintenant il faut qu'on passe un cap. Alors, pour faire égalité entre sexe féminin, sexe masculin, je vais quand même Mm. noter aussi que chez l'homme, effectivement, bah, en vieillissant, effectivement, il y a plus facilement de la dysfonction érectile. Et ça, on en parlera par la suite, mais effectivement, avoir une érection qui est moins stable, ça peut être une cause. En tout cas, on peut avoir des difficultés avec le préservatif masculin dans ces conditions-là. On peut aussi avoir effectivement une éjaculation qui est plus tardive. On peut avoir un orgasme sans éjaculation. Il y a aussi plein de modifications physiologiques dont l'homme doit s'adapter, s'accoutumer. Et on n'en parle aussi pas du tout, en fait, puisque on est quand même dans une société où l'homme doit avoir une érection stable. Et du coup, Et eux, ils sont. Alors, la femme, c'est vision négative et l'homme, c'est vision, ça n'existe pas, en fait. Comme ça. ouais, c'est un signe de Ou, faiblesse. ou on vous donne la petite pilule bleue magique qui fait que vous devez avoir une érection et c'est pas possible autrement. Et ça nous permet effectivement de rebondir aussi, j'ai envie de dire, sur les modifications psychologiques de la sexualité avec l'âge, puisque avec ce corps vieillissant auquel on s'adapte aussi, bah, il y a un changement d'image de son corps, forcément. Hein, on n'a plus le même corps et on doit l'accepter. Ce qui peut amener souvent à avoir une dimension, et c'est ce que disent les seniors, relationnelle et émotionnelle plus importante dans leur vie sexuelle, qui est peut-être moins centrée sur la génitalité et qui est plus centrée effectivement sur l'échange et sur le relationnel. C'est quand même une vision très positive de ce que peut être la vie intime et qui, encore une fois, n'est pas du tout mise en avant. Mais c'est vrai que là, je pense qu'on en parlera un peu plus tard, mais tout ce qui est dysfonction sexuelle, je prends l'exemple du VIH, alors, qui est une des IST, qui Ouais, est largement pas celle qui est la plus reconnue, mais quand on dialogue avec des personnes d'un certain âge, alors je dis d'un certain âge, non pas que les personnes soient vieilles ou pas vieilles, mais c'est parce que c'est entre 60 et 75. Donc, entre guillemets, il y a du temps entre 60 et 75. C'est vrai que les personnes, elles nous disent, mais en fait, je ne pensais pas pouvoir être contaminé. Il y a un effet d'un peu de sidération mais moi, le VIH et tout ce qui est les IST, parce que en gros, bah, c'est pas pour moi, en fait, c'est pas, moi, je comprends pas. Et là, je reprends sur ce que tu disais. Je trouvais que la formule était très bonne sur la question. On a une carte relatif et on a la carte âge. C'est bon, tout est réglé. Et en fait, il y a vraiment un effet de sidération. Alors, selon, enfin voilà, avec des échelles différentes, mais ils ne pensaient pas pouvoir être touchés par une IST parce que les IST, c'est pour les autres. Et pour les autres, plus jeunes. Et c'est vrai qu'on a, il y a l'aspect bon, traitement après du VIH, qui est un traitement à vie, contrairement à d'autres IST qui peuvent se traiter. Je pense qu'on en parlera après. N'hésitez pas à en parler parce qu'il y a des solutions. ouais. Euh, et, euh, et il y a évidemment bon, tout ce qui est discrimination. Je ne parle pas du VIH, mais il y a tout ce qui est comment j'ai pu faire pour choper une IST à mon âge. On va me prendre pour quelqu'un qui n'est pas informé, c'est terrible. Donc, toutes les stats qui sont données, moi j'avais lu ça pour une étude américaine où les chercheurs disaient en plus, on parle d'un boom des IST, mais c'est sans doute sous-évalué par rapport au réel boom en épidémiologie réelle.
Et ça, c'est vraiment inquiétant parce que si les gens ne trouvent pas parmi les professionnels de santé, en tout cas de première ligne, une écoute bienveillante, voire même un truc un peu proactif pour aller chercher l'information, bah, ils vont rester avec des IST, le VIH ou d'autres IST, et là, les problèmes vont arriver. On sait, une IST pas traitée, c'est pas une IST qui est pas E terrible, hein. exactement, on arrivait ça juste après et moi je voulais juste rajouter qu'effectivement, s'adapter au vieillissement du corps, c'est pas facile, mais alors dans notre société, s'adapter au vieillissement du corps et rester sexué, c'est un véritable combat en fait aujourd'hui. Et ça amène effectivement à cette zone blanche et à ce que tu disais avec l'importance de l'éducation continue sur la santé sexuelle à tout âge. Et peut-être d'autant plus chez les seniors parce qu'il y a plusieurs facteurs effectivement. Sur le plan physiologique, il y a quand même une immunosénescence, c'est-à-dire que ben, on vieillit, donc nos défenses immunitaires, elles sont moins efficaces, hein. Ouais. C'est une réalité. Parce que aussi, ben, les muqueuses génitales deviennent plus fines et donc, une plus petite coupure ou des choses comme ça ben, peuvent permettre effectivement un passage plus facile des infections. Donc ça, c'est quand même important. Et puis parce que ben, aujourd'hui, c'était une génération qui sous-utilise le préservatif, hein. Chez les plus de 50 ans, il y a moins d'un homme sur deux qui utilise le préservatif au début dans une nouvelle relation. Oui, pas de risque de grossesse, donc pas de préservatif. En gros, Exactement, c'est exactement. C'est exactement ce qu'on dit. On en est là à ce niveau-là, vraiment, c'est là où on en est. Et je pense que les seniors n'ont pas conscience du fait du manque d'éducation, mais du manque d'éducation parce qu'il n'y a pas de dialogue ouvert aussi, hein. Je pense que les professionnels de santé devraient pouvoir, comme tu le dis, ouvrir un dialogue et parler facilement de ça. Et aujourd'hui, ce dialogue-là, il n'existe pas. ah, il y avait un chiffre qui était tiré d'une enquête là, Ouais. que je trouvais intéressant. C'était en gros, c'est à qui vous parlez, enfin, à votre avis, quels sont les professionnels à qui vous pourriez parler santé sexuelle? Donc tout le monde disait, alors là on prenait tout ce qui était un peu plus généraliste, on ne prenait pas forcément sexologue, Oui. etc. On prenait tout ce qui était psy, infirmier, infirmière, médecin, etc. Mais, enfin MG. Et en gros, tout le monde disait, oui, on peut parler de sexualité avec son médecin généraliste, avec son médecin traitant. Dans les faits, on leur demandait, OK, mais vous en parlez réellement? Un tiers disait seulement de temps en temps, donc 70% pas. Et en fait, Oui, on leur dit, bah, 70% pas, quoi. C'est ça ouais, ce chiffre. ah oui. Et donc 30% ne le faisaient que de temps en temps. Ça ne Oui, veut pas dire qu'ils le faisaient à chaque fois. Donc ça veut dire que là, on a une zone qui est entre, je crois que c'était 93% pensaient que c'était le rôle du médecin généraliste, 30% le faisaient. Donc là, on dit, bah, OK, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on n'ose pas en parler? Ou est-ce que l'offreur, entre guillemets, de soins n'en parle pas? Et de là, bah, la question qui suivait après, c'était, à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et en fait, une large majorité de Français, dont une large majorité des 50-74 ans, disaient, bah, nous, on aimerait bien qu'on nous pose la question comme les allergies, comme la tension, comme le tabac, c'est-à-dire en début de consultation, dans l'interrogatoire. Alors, je dis interrogatoire, je ne sais pas si c'est le bon terme, hein, je m'en oui, oui, excuse. ça nous Dans le va. questionnaire Ouais, préalable, ouais. en gros, il y avait 3 questions sur la sexualité. Est-ce que ça va bien? Est-ce que vous avez... Et en fait, ça rentrait dans les mœurs médicales de parler de ça. Et quand on se dit qu'il y a quand même une large majorité de 50-74 ans, en fait, on a arrêté le sondage à 74, c'est pour ça que je me permets de, qui disait, bah oui, en fait, on aimerait qu'on nous pose la question. Ben, on se dit, là, je ne dis pas qu'il y a un boulevard, mais il y a quelque chose à travailler qui est de faire rentrer les questions sur la sexualité, même pour les personnes qu'on croise au marché le dimanche matin, qu'on croise au Franprix le samedi, c'est pas grave. On peut leur poser la question dans le secret médical. Alors moi, je suis pas médecin, mais, ni professionnel de santé, mais quand j'en parle à mon médecin, je sais que je suis safe. Je sais que je suis dans un espace sécurisé où il y a un secret médical. Donc je trouve qu'il y a un boulevard qui est intéressant à travailler. Alors il y a ça et il y a aussi, ben, l'absence dans les campagnes de Oui, ça, prévention, hein. Il y a aucune campagne de prévention, qui est à destination des seniors, alors qu'en plus, on pourrait faire des campagnes de dépistage sympas. Je ne sais pas si les seniors retraités vont dans leur club d'activité, faire leurs activités, on pourrait dire, ben, vous faites la marche et vous faites un dépistage ou quand vous avez, je ne sais pas, j'imaginais quand j'étais dans une EHPAD la dernière fois, on se disait, bah, on a un carton de loto supplémentaire si on fait son dépistage. Vous voyez. C'était un dépistage égale un carton de loto supplémentaire. C'était, il faut voilà. trouver On il y a pourrait, des leviers. mais oui, oui.
Et ça, malheureusement, ça n'existe pas aujourd'hui. Il y a pas de campagne, il y a pas de camion qui va d'EHPAD en EHPAD ou de résidence senior en résidence senior ou même de CCAS en CCAS pour proposer, pour informer de ce dépistage possible et de l'intérêt massif de ce dépistage parce qu'on sait que les seniors aujourd'hui divorcent plus facilement, notamment au moment de la retraite, qui est un moment effectivement difficile pour le couple où on peut trouver beaucoup d'incompréhension. Et aujourd'hui, les femmes travaillent autant que les hommes et donc elles sont capables de se séparer aussi lors de la retraite et donc de potentiellement avoir une nouvelle relation. Et il n'y a pas de campagne autour de ça, en fait. Mais il y aura peut-être des professionnels du milieu associatif qui vont regarder ce webinaire. Et c'est vrai qu'il faut aussi qu'on fasse notre évolution un petit peu. Et je le prends aussi pour moi en tant que membre d'une association promotion de la santé. On travaille beaucoup sur les jeunes, on travaille beaucoup sur les personnes vulnérables en fonction des vulnérabilités de santé, des inégalités de santé, etc. Très bien. Mais c'est vrai qu'on a aussi une zone blanche sur les seniors. Et il faut aussi qu'en tant que professionnel de santé, en tant que professionnel du monde associatif, on fasse aussi notre évolution, qu'on se dise, en effet, comme tu dis, nous, on n'a pas, par exemple, on n'a pas assez de brochures dédiées aux seniors parce qu'on n'a pas, en effet, ces grandes campagnes qu'on peut décliner derrière. Et c'est sûr que si on donne une brochure à quelqu'un si on prend un exemple, un corps de 30 ans, et qu'on dit à une personne, tenez, prenez ma brochure de prévention, ça ne matche pas. Enfin, ça, c'est normal. Moi, si on me donnait une brochure d'une personne de 80 années, ça ne marcherait pas. Je trouverais ça intéressant, mais pas pour moi. Exactement. Et c'est vrai qu'on a besoin de matériel de prévention, de matériel d'information, de déclinaison de campagnes d'information grand public qui soient dédiées aux personnes parce qu'on est un peu sec. Hein. Et c'est à nous de les créer. Enfin, je veux dire, c'est pas la faute de quelqu'un d'autre. Hein. Il faut aussi qu'on fasse une révolution et qu'on avance avec le monde médical, mais aussi dans les interventions à outreach, etc. qu'on peut faire, il faut aussi qu'on prenne ça en compte. Ouais. Et il y a du boulot. Ouais. Et peut-être effectivement même faire intervenir les seniors eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils deviennent aussi dans l'idée de pair à pair, qu'ils deviennent eux-mêmes en fait, puisqu'on voit bien par exemple pour le sida, il y a des jeunes gens, des jeunes femmes qui vont vous interpeller dans la rue. Alors quand j'étais plus jeune aussi, ça me venait pour me prévenir, pour m'expliquer ce qu'était le VIH, le préservatif, l'intérêt et peut-être qu'il faudrait alors je ne sais pas, peut-être pas effectivement dans la rue de la même façon, mais peut-être qu'il faudrait aussi que des seniors puissent être formés et pouvoir interpeller et transmettre la parole aussi, parce qu'on sait que c'est toujours plus simple. Nous, on a là, on a une transmission verticale, c'est-à-dire qu'on se positionne un peu en expert. Si votre voisine de 75 ans, elle vous dit, parce que vous avez 70 ans, que vous avez un nouveau copain, tu sais, peut-être que tu devrais faire du dépistage ou les préservatifs, ça existe pour les hommes et pour les femmes, peut-être que ça passerait plus facilement aussi. Alors, moi, je te rejoins absolument. Non pas parce que c'est une opinion, mais parce que, comme tu le rappelais, c'est un fait scientifique, c'est un fait prouvé. Le pair à pair, c'est efficace. Enfin, je veux dire, il y a des datas scientifiques, il y a des datas sociologiques, ça marche, c'est efficace. C'est efficace aussi bien pour la personne qui va recevoir, enfin, qui va être, à qui on va parler, mais aussi c'est efficace pour la personne qui va faire le premier pas, entre guillemets. Mmh. Cette personne, elle va aussi mieux prendre soin de sa santé grâce à ce rapport pair à pair. Et on l'a vu sur la question VIH, euh, notamment la question LGBT, la question pair à pair, ça marche. Et en effet, faire l'empowerment, pour parler Ouais. anglais, ça fonctionne et ça produit des résultats. Après, par contre, en effet, comment on structure cette possibilité, cette chance même, je dirais, même enfin, après, c'est ce que je pense, cette chance pour les personnes d'être dans du pair à pair, que ce soit pour la personne qui va être formée ou la personne qui va recevoir l'information, qui ensuite va être outillée, ça, il faut le structurer. Mais en effet, ouais, on est d'accord, moi je suis d'accord à 100% avec ce que tu dis. Et donc sur dépistage et prévention, donc dépistage, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut parce que nouvelle relation, soit j'ai un préservatif, soit je me fais dépister. On est d'accord? Le mieux, c'est de faire un petit check un peu global. L'avantage de faire un dépistage, au-delà du geste, c'est qu'on va parler en fait. Mmh. On va parler, on va poser des questions qu'on n'ose pas poser. Parce que quand on fait un dépistage, on va dire, tiens d'ailleurs, j'ai une question peut-être bête, hein, mais je vous la pose quand même. Ok, de toute façon, l'avantage, on est dans un. Alors, je dis on parce que je me mets dans une situation d'un usager, hein, parce que on est dans un espace safe. Donc ça, c'est très chouette. Sur le dépistage, on peut le faire assez facilement, que ça soit en labo,
que ça soit en Cégide, qui sont les centres de dépistage, avec ou sans rendez-vous. Il y a toutes les infos qui sont sur Internet avec, en effet, les, les heures, etc. Est-ce que ça fait mal? Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'aime pas les aiguilles, par exemple, donc je sais que je le vis très bien. Et en effet, il faut se faire dépister aussi régulièrement que possible, parce qu'une IST, alors tout le monde va dire oui, mais j'ai pas de boutons, j'ai pas de gratouillis, j'ai pas d'écoulement. Très bien. La plupart des IST, elles sont sans symptômes. Donc, en Exactement, fait, ouais, ça c'est ouais, important comme message, asymptomatique. ouais. Et ça, c'est ne pas hésiter à faire un. Alors, en tant que pro de santé, ne pas hésiter à proposer un check régulier dans la confiance avec la personne. Et en tant que personne ayant une activité sexuelle, et encore une fois, c'est très bien. Quand on fait du sport, c'est très bien. Quand on a une activité sexuelle, il ne faut pas en avoir honte. Au contraire, c'est une fierté. Ne pas hésiter à faire un check et rappeler aussi que, et là, tu parlais du côté asymptomatique des IST, donc ne pas hésiter, même sans symptômes, à y aller. Et aussi faire un check, faire un dépistage, c'est aussi prendre soin de soi, mais c'est aussi prendre soin des autres, parce qu'on casse la transmission. Mmh. Donc, c'est gagnant-gagnant. Donc, pour une fois qu'il y a un truc gagnant-gagnant, ne pas hésiter à le faire, Donc surtout. en premier lieu, on a le dépistage. Ensuite, pour la prévention, on a le préservatif Ouais, masculin et le préservatif féminin. Alors je pense pas que moi, pour avoir fait effectivement des conférences, les femmes seniors, connaissent très peu le préservatif féminin, par exemple, qui peut quand même être une solution, je vous dis, face à: j'ai un nouveau partenaire plus âgé qui me dit: «Non mais moi, mettre le préservatif, ben ça va je vais plus avoir d'érection, je veux pas, j'aime pas». Et ben voilà, t'inquiète pas, moi j'ai mon préservatif, il y a pas de souci et ouais. on est tranquille. C'est un outil d'autonomisation. Et d'ailleurs, on a les mêmes remarques d'ailleurs chez les personnes un peu plus jeunes, de oui, mais parce qu'on parle de l'érection chez les personnes plus âgées, on a les mêmes remarques chez les personnes entre 20 et 30 ans. Oui, mais ça va me faire déborder. Alors déjà, non. Mais bon, si c'est psychologique, très bien. En effet, comme tu disais, une personne, elle a géré sa prévention, elle a mis en place son préservatif, euh, et en fait, tout roule. Ouais, Mais ne pas hésiter, en effet, à le demander à son pharmacien ou à aller le chercher dans les structures spécialisées. ouais. Et alors, on va faire un petit focus sur le VIH quand même, parce qu'il y a d'une part les autotests et le TROD et de l'autre côté, il y a la PrEP. Est-ce que tu peux Oui, nous parler de ces 3 choses-là, s'il te plaît? Parce que très les quelle seniors, question. là, c'est complètement on leur parle chinois quand on parle de ça, hein. Je sais Oui, après, pour être franc, on parle chinois encore beaucoup de monde malheureusement, ouais. alors que ça peut être une révolution, enfin, c'est une révolution en tout cas sur le VIH. Donc, pour les IST, pour la globalité des IST, il faut aller en labo ou en centre de dépistage à PCJ. Si pour le VIH, on a été exposé, dans ces cas-là, on peut aller à la pharmacie, acheter ce qu'on appelle un autotest. Et en effet, c'est un test qu'on fait chez soi, avec une goutte de sang, dans un endroit calme, bien évidemment, et on a les résultats en un quart d'heure. Il faut toujours, notamment évidemment en cas de positivité, aller refaire un test de confirmation. Dans le cas, c'est un test que vous pouvez acheter en pharmacie. Ça coûte entre 10 et 20 euros. Ça dépend il y a deux marques, enfin, je crois qu'il y a deux ou trois marques. Les deux ou trois marques sont fiables, il n'y a aucun souci. Donc, ne pas hésiter à le faire. Et le dépistage rapide via une goutte de sang au bout du doigt, donc le TROD, c'est proposé notamment par des associations qui vont au plus près des personnes. Souvent, le TROD, il est proposé aux personnes qui ont peut-être plus de difficultés à se rendre dans un milieu médical, donc notamment, par exemple, pour les personnes LGBT qui n'arrivent pas à dire à leur médecin leur orientation, mais qui trouvent auprès d'associations une oreille qu'elles estiment plus ouverte. Pareil, goutte de sang, résultat en quelques minutes. Et la PrEP, en fait, c'est un peu comme c'est un traitement que l'on prend avant l'exposition au VIH. Donc, quand on est une personne séronégative, en fait, c'est une révolution pour la lutte contre le VIH parce que c'est une pilule qu'on prend avant l'exposition. C'est un peu comme le palu. En fait, on prend Mmh. cette pilule avant l'exposition. On peut la prendre soit à la demande, soit tous les jours. Ce qui est sûr, c'est que vous pouvez en parler à votre médecin traitant, puisque maintenant, une PrEP, donc une prophylaxie pré-exposition, ça s'ouvre chez tout type de Mmh médecin. mh. Et ce qui est super, c'est que tous les 3 mois, on refait un check On est global. obligé, voilà, exactement. Ouais, et ça, c'est top. Ouais. C'est top parce qu'on peut parler de tout ça. Donc, ne pas hésiter à en parler parce que, et en effet, et là, je reprends ce que je disais sur les seniors,
En gros, aujourd'hui, la PrEP, ça touche beaucoup les personnes entre 35 et 45 ans. Ça touche très peu les femmes, malheureusement, alors que c'est ouvert aux femmes. Et ça peut être aussi une solution qui peut être intéressante en fonction de sa situation et de ses envies, en fait, Surtout tout simplement. de ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire que 38% des seniors découvrent leur séropositivité tardivement, hein. Ouais. Ah oui, et comme tu dis, quand on découvre tardivement une IST qui est non curable, comme le VIH, en effet, on a pu contaminer des partenaires sans le Mmh. savoir. Et surtout, le virus sur le corps, c'est pas terrible, hein. Donc, c'est sûr que ça fait partie d'un prendre soin de soi en santé sexuelle. Mais c'est sûr que si on a, par exemple, là, je reprends l'exemple que tu disais des, euh, des grandes campagnes où le corps vieillissant est absent, où il est traité de manière un peu humoristique. Mais des fois, le corps vieillissant peut être source de plaisir aussi. Point final. Mmh mh. Et on n'a pas forcément de père qui va parler de PrEP. Alors que c'est intéressant dans l'empouvoirment des personnes que les personnes puissent parler de toutes les options Ouais. préventives. Et c'est pour ça que moi je te rejoins vraiment beaucoup sur la question pair à pair, parce qu'au final, on écoutera plus quelqu'un de son âge, qui vient de son milieu, etc., plutôt que quelqu'un qui est complètement déconnecté. Si c'est quelqu'un de 20 ans qui fait la pub de la PrEP, très bien, mais ça touchera les personnes On est d'accord. à qui elle veut parler. Ça ne Exactement, touchera pas tout le monde. exactement. Et on parlait effectivement et là on va arriver sur le fait qu'effectivement les IST, il y en a de nombreuses sont quand même curables aujourd'hui, hein, par des antibiotiques, par une antibiothérapie, hein, quand on parle, du gonocoque, du chlamydia, de la syphilis, c'est très ces IST-là se traitent définitivement, hein. Et Et par contre, si on ne le traite pas, c'est chiant. c'est chiant et notamment et moi je le dis aussi beaucoup pour les seniors parce que ça leur fait quand même un tilt comme ça, c'est que la syphilis peut en se développant petit à petit devenir de la neurosyphilis et entraîner en fait, des troubles neurocognitifs en termes classiques, enfin en termes classiques, je dirais une démence, hein et franchement, ça vaut peut-être la peine effectivement de se faire dépister régulièrement plutôt que d'avoir bêtement, alors que vous avez aucun signe pour avoir un Alzheimer ou une maladie de ce type apparentée, puisque l'Alzheimer est le plus fréquent, une démence, neurosyphilitique. Non, mais au même titre qu'à partir d'un certain âge, peut-être qu'on va plus voir le médecin. Alors, j'ai pas de data pour dire ça, c'est un ressenti, je ne sais pas s'il est vrai ou pas, mais en tout cas, on va peut-être plus voir, parce qu'on a plus de petits pépins, bah, n'hésitons pas. Alors, je dis n'hésitons pas, je ne suis pas encore dans cette cible-là, mais n'hésitons quand même pas à parler de santé sexuelle, parce qu'en effet, comme tu disais, une IST, c'est pour la plupart du temps asymptomatique. En tout cas, ça se traite. Et si ce n'est pas traité, ça peut devenir pour certains très embêtant. Mmh. Donc n'hésitons pas, quand on va voir le médecin, à lui poser la question. D'ailleurs, évidemment, c'est mieux si le médecin ou la médecin ouvre le dialogue, mais n'hésitons pas à en parler. Enfin, je veux dire, ça serait dommage, en effet, d'avoir une syphilis qui débouche sur un problème très Mmh. embêtant, alors que ça se traite tellement facilement. Voilà, C'est, hein, les enfin, antibiotiques et c'est vrai que pour le VIH aussi, aujourd'hui, maintenant, on a un traitement. Enfin voilà, effectivement. on peut, sur le VIH, quand on est dépisté, et c'est toujours le même problème que pour n'importe quel IST, c'est quand on est dépisté, un protocole se met en œuvre. Alors, pour d'autres IST, ça va être antibio, ça va être etc. Pour le VIH, effectivement, ça sera un traitement à vie, parce que pour le moment, en tout cas, on n'a pas de vaccin. Peut-être qu'un jour on en aura, pour l'instant on n'en a pas. Mais en effet, on a de la chance pour l'instant en France que le système de santé tienne. Et on va avoir un traitement, en effet, à vie, qui soit une pilule ou deux pilules par jour, soit à partir d'un certain moment un allègement thérapeutique où il y aura sûrement 4 jours sur 7. On peut aussi avoir les injectables. Donc, on peut avoir donc, des traitements injectables tous les 2 mois. Donc, on peut choisir Mmh. en fonction de ce qu'on veut, mais le problème de tout ça, et on revient toujours sur ce que tu dis depuis le début, hein, c'est se dépister. Si on ne dépiste pas, on ne peut pas savoir. C'est pas marqué sur le visage de quelqu'un. Sortons du film Philadelphia. Oui. Euh, c'est plus ça le VIH aujourd'hui. Une IST, ça ne se voit pas. Un VIH, ça ne se voit pas. La seule personne qui peut savoir, c'est la personne qui a été exposée et qui se dit, OK, je ne vais pas faire l'autruche, parce que l'autruche, ça ne sert à rien, parce que malheureusement, les IST, ça ne se soigne pas comme ça. Mais je ne vais pas faire l'autruche, donc je vais aller voir mon médecin, je vais aller prendre soin de moi, je vais aller en labo, et au final, et voilà, il y a des solutions. Donc, il y a malheureusement plein de pathologies, il n'y a pas de solution. Donc, quand il y a des solutions, autant en profiter.
Et c'est simple, c'est des solutions simples surtout. Et je pense qu'effectivement, il manque beaucoup de coordination Oui. autour de ces soins-là, notamment pour les seniors, puisque les médecins coordonnateurs, je pense, à l'entrée, pour avoir posé la question, ils posent rarement la question effectivement de la santé sexuelle, de effectivement, est-ce qu'ils ont encore une vie intime? Est-ce qu'ils ont été dépistés récemment? Enfin, ces choses-là, elles viennent pas du tout fréquemment en place et c'est la même chose pour le médecin généraliste. C'est vraiment très compliqué et je le vois bien moi dans mes consultations, parce que dès qu'on en parle, les seniors, ils en parlent librement, ils sont soulagés même et ils en parlent ouvertement, il y a aucun souci. Je le voyais en consultation, mais aussi dans certains congrès ou certains salons que je faisais avec Always Valentine, où bah, ils venaient même demander du coup une mini consultation entre guillemets parce qu'ils n'ont pas de lieu pour en parler. Hein. Il y a un débat sur la formation des professionnels de santé, évidemment sans culpabiliser les personnes, parce que bah, la formation, ça sert à apprendre, ça Mhm. ne sert pas à culpabiliser, mais il y a un vrai enjeu, en effet, de formation. Et typiquement, les questions que enfin, là, tu veux dire, voilà, typiquement, est-ce que quand on fait une consultation initiale, voici peut-être les 3-4 questions à poser, bah, finalement, c'est pas si compliqué que ça que de poser ces questions-là. Après, la personne peut être gênée des réponses, mais moi, j'ai l'impression, encore une fois, je ne suis pas médecin, mais quand je suis usager d'un professionnel de santé, je suis dans l'intimité. Quand la personne me demande de mettre en caleçon, je suis dans l'intimité déjà. Donc, en fait, on est déjà dans l'intimité. Donc, on dit oui, mais j'ai peur de parler de sexualité. Pourquoi? Parce qu'en fait, au final, on se rend compte, et là, je ne sais pas si c'est du même avis ou pas, mais on se rend compte que peut-être le ou la professionnelle de santé projette des choses sur la sexualité des seniors, alors qu'en fait, il n'y a pas besoin de projeter, il y a juste besoin de demander. C'est ça. C'est plus simple. C'est ça et c'est ça et en fait, on a envie de dire que tout est possible, en fait, avec 4 questions et ben, tout est possible et le senior peut sent et doit être soulagé de dire: «Bah, oui, moi, j'ai encore une vie intime et sexuelle», et ou bien: «Non, moi, j'ai décidé de ne plus en avoir» et tout est possible. Oui, Mais au moins, on a bien sûr, informé ceux qui doivent être protégés, ben, le seront. C'est vraiment ça qui est important. Alors on arrive bien sûr. bientôt au terme de ce webinaire, Bastien. Ça passe très vite, en fait, hein, Ouais, on pourrait en parler des heures de ces sujets-là. bien sûr. Moi, j'ai envie de rappeler une chose, c'est pourquoi une formation sur les IST? Alors Always Valentine va proposer une formation professionnelle sur les IST. Pourquoi? Ben, si on récapitule, parce que, ben, la sexualité, elle s'arrête pas à 60 ans, parce qu'effectivement l'âge ne protège pas des IST, hein, c'est pas un préservatif l'âge, sinon on le saurait. Parce que les seniors, ben, il y a une méconnaissance du risque, ils sont pas informés, il y a pas d'éducation pour eux. Parce que, ben, quand on a plus de 60 ans, effectivement, il y a aussi ça, il faut le dire, hein, les seniors se sentent plutôt en confiance et moins en risque, en fait, d'avoir des IST aussi. Hein, voilà, on se dit: «Ben, c'est quelqu'un qui est plus âgé aussi, il doit faire attention», enfin, voilà, des choses comme ça qui sont complètement fausses, en fait. C'est des idées reçues, hein, des représentations sociales et parce que la société, ben, dit que la sexualité des seniors n'existe pas. Pour tous ces sujets-là, je pense qu'il est important qu'on puisse être formé sur ce sujet-là et qu'on puisse, que tout le monde, tous ceux qui côtoient les seniors puissent porter cette information-là et qu'elle puisse être portée librement et ouvertement à tout le monde. Qu'est-ce que tu en dirais? Qu'est-ce que tu rajouterais alors? Bah, moi, j'appuierais ce que tu dis. Je ne rajouterais pas forcément grand-chose. J'appuierais juste sur le fait que euh, on peut mettre en place des solutions sur mesure, simples. Il y a des solutions de parcours. Enfin voilà, il y a des pathologies, on y arrivera. C'est plus compliqué. Là, on peut, en effet, comme tu disais, en quelques questions, avec un travail sur soi-même d'abord, sur la présentation, on peut y arriver. Et honnêtement, les chiffres sont très embêtants quand même. Donc là, je reviens sur le début. Se former, c'est aussi essayer de contrer ces chiffres qui sont très embêtants. Et Donc, c'est un vrai défi. C'est pas juste un truc un peu accessoire qu'on peut faire en plus. Non, il y a une situation sanitaire qui est très embêtante et donc il faut réagir. et de C'est pas une option. est-ce que tu c'est exactement ce que tu dis, de faire partie de ce défi de santé publique à relever, Ouais. hein, en détabouisant complètement ça. Parce que là, il y a vraiment un problème de santé publique dont personne ne s'occupe en fait, ne prend en charge Ouais. aujourd'hui. Alors qu'il est là et bien là. Ouais. Écoute, je te remercie beaucoup Bastien. C'est là. Je te souhaite une très bonne journée. Je souhaite une très bonne journée aussi aux gens qui étaient présents et puis, n'hésitez pas à suivre notre formation qui sera bientôt en ligne si vous le souhaitez. On peut également répondre à toutes vos questions
Il suffit de nous envoyer un mail à contact@alwaysvalentines.com. Et si vous en avez spécifiquement pour Bastien, vous pouvez aussi me les transmettre, je lui transmettrai avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci Bastien, au revoir, Au revoir. à bientôt.